quand elle était jeune, elle était très bonne élève. C'était une jeune fille brillante. D'ailleurs, à l'école, quand elle est enfant, on la remarque parce qu'elle a une élocution formidable. D'ailleurs, assez vite, elle va faire du théâtre et tout le monde la remarque. Elle était le petit chef de bande de l'école et elle aurait tout à fait pu faire des études. Elle voulait, à une époque, elle avait énormément d'admiration pour sa mère, elle voulait aussi être infirmière. Elle voulait effectivement faire comme sa maman, reproduire sa voix. Et donc, elle a commencé ses études d'infirmière. Et puis, je crois que c'est mon arrière-grand-mère qui l'a inscrite, justement, au conservatoire pour passer le concours. Et elles l'ont fait en cachette du frère de ma grand-mère, qui, étant le seul homme de la maison, bah, c'était vraiment un peu le papa. Et donc, il fallait faire les choses en cachette. Il ne fallait pas qu'il soit au courant. Et donc, Madji a inscrit Annie. Annie a fait ce concours en cachette et elle l'a obtenu. Au conservatoire, elle est bien entourée. Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Claude Rich, Françoise Fabian. Elle se fait pourtant vite remarquer et obtient 2 premiers prix de comédie au concours de sortie. Elle est déjà une grande. Une rencontre va alors littéralement changer sa vie. Un jour, on pense à elle pour jouer une pièce de Cocteau, La machine à écrire. Et en fait, elle rencontre Cocteau, elle passe des auditions, et il dit vraiment c'est elle. Il trouve qu'effectivement, elle a vraiment un tempérament de tragédienne qui n'a pas encore été exploité, mais il sent que chez elle, il y a quelque chose qui ne va pas dans son allure. C'est pas en accord avec ce qu'elle est. Et donc, il a décidé de lui couper les cheveux, ce qu'il a fait la coupe artichaut. Et à l'époque, une femme aux cheveux courts comme ça, ben, c'était choquant parce que c'était pas dans les mœurs. Mais c'est ce qui a révélé vraiment sa personnalité, c'est-à-dire une femme, mais une femme qu'on avait. Et c'est là qu'elle va devenir la Girardot qu'on connaît, brindille, les cheveux très courts, beaucoup d'allure, pas forcément les beautés de l'époque, puisque les beautés de l'époque, c'est Martine Carole, c'est Michel Morgan. Une force intérieure puissante qui va transcender les choses, qui va transcender la vie. Elle devient donc une vedette avec La machine à écrire. Le cinéma lui ouvre ses portes. Elle tourne avec Pierre Freinet, puis avec Jean Gabin dans Le Rouge et Mi, où elle lui tient parfaitement tête. Et à un moment donné, la Comédie Française va lui demander de choisir. Soit elle fait du cinéma et du théâtre par ailleurs, soit elle reste à la Comédie Française. Et donc, vraiment avec beaucoup de chagrin et de peine, elle choisit quand même de quitter la Comédie Française. Et donc, il se trouve qu'elle a rencontré déjà Luchino Visconti pour jouer avec lui la pièce Deux sur la balançoire avec Jean Marais. Et là aussi, c'est un grand succès et elle découvre Visconti, qui est très impressionnée par Annie Girardot, qui trouve qu'effectivement c'est une très grande et qui aime beaucoup chez Annie Girardot son incertitude. Visconti lui donne alors une de ses plus belles interprétations, dans Rocco et ses frères, où elle partage l'affiche avec Alain Delon et Renato Salvatori. Le cinéma italien est à son apogée. Si on parle du film de Rocco et ses frères où elle a rencontré mon grand-père, où il y a cette scène dure, difficile, mais qui va refléter effectivement sa personnalité de même si c'est dangereux, même si c'est dur, je vais y aller et je vais l'affronter. La première scène qu'elle tourne avec Renato Salvatori, c'est la scène où Renato Salvatori l'assassine d'un coup de couteau le long d'un canal. Elle est contre un arbre, Renato arrive et sort le couteau et tue le personnage, je ne sais plus de son prénom, le personnage de Rocco. Et il lui plante le couteau et Renato lui plante le couteau vraiment, mais enfin assez pour lui faire mal. Et Renato lui fait « Signora, è per l'arte ». Et voilà, Annie, c'est pour l'art. Je veux pas mourir. Il y avait ce plaisir chez Annie, même dans le drame. D'ailleurs, c'est ce qui est beau, c'est cette confusion permanente qu'il y a chez Annie. C'est où le rire se mêle aux larmes, le drame se mêle à la comédie, et la comédie de l'art. Il y avait chez elle la dérision et le drame extrêmement, je dirais, dans le même lit. Et c'était un tout petit lit. À mon avis, elle s'est construit une technique théâtrale de comédienne de classique
avec que ce soit la diction, la manière de projeter les émotions, la manière de projeter le texte, de l'assumer. Bon. Et puis après, ça c'est ce paramètre d'une formation classique. Après, il y a chez Annie Girardot, je trouve quelque chose qui est de l'ordre d'un instinct hors norme. Je donne ce que je ressens. Parce que si je donne ce que je ressens, l'autre, il va sentir. Si je fais semblant, je vais rien transmettre. Si je vis, je vais faire passer quelque chose. Annie, pour moi, ça a été la plus grande comédienne française. Voilà. Et aujourd'hui, aussi bien dans la comédie, le drame, etc., il suffisait de regarder Annie sans qu'elle dise un mot. Et elle était capable de vous faire pleurer ou de vous faire rire. Annie, elle n'a jamais joué. Elle a toujours été. Annie Girardot poursuit une carrière en France et en Italie. Après un film avec Monicelli, c'est Ferreri qui lui offre le rôle original d'une femme à barbe. Quand j'ai lu la première fois le sujet, j'ai été épouvantée. Et puis après, il m'a fallu quelques secondes. Et puis quelques secondes, j'ai dit, je le fais. Je le fais parce que, pour la première fois de ma vie, on m'a offert finalement au cinéma quelque chose qui me convenait. C'est-à-dire une sorte de petite sœur, si vous voulez. Parce que c'est comme ça, c'est un personnage humain que je trouve, moi, merveilleux. Pour moi. Évidemment, j'ai dû mettre les poils, ce qui ne m'a pas fait plaisir du tout, parce que c'est affreux physiquement, parce que ça vous fait mal. Ses films suivants ne marchent pas bien. Et Annie Girardot subit pendant quelques années sa première traversée du désert. La nouvelle vague la considère comme une actrice d'une autre époque. Une rencontre va une fois de plus relancer les dés. Si on devait revoir la définition du mot femme dans le dictionnaire, moi je dirais voir Annie Girardot. Un premier rendez-vous a été manqué quelques mois plus tôt, sur Un homme et une femme. À un moment donné, avant même le tournage, Anouk Aimée était très très compliqué, tellement compliqué qu'à un moment donné, j'ai pensé à la changer. Et pendant 2-3 heures, on était à Deauville, le tournage devait démarrer le lendemain. J'ai pensé à la remplacer, évidemment, parmi les gens auxquels j'avais pensé, Girardot était sur la liste. Voilà, donc, mais ce soir-là, quand j'ai appelé chez elle, sa servante, je sais pas, enfin la personne qui était avec elle m'a dit qu'elle était en boîte de nuit. Voilà. Donc j'avais pas le numéro de téléphone de la boîte de nuit. Une actrice qui sait nous faire cadeau de ses cicatrices, de sa vie, de son expérience, de son vécu. Donc elle ne parle bien que de ce qu'elle connaît et de ce qu'elle a ressenti profondément. Elle peut tout jouer, elle peut tout faire parce que c'est une vraie comédienne. Et quand je suis allé la voir pour Vivre, c'est vrai que sa carrière était en bas. Elle était en bas, les producteurs ne pensaient plus à elle, elle était peu bankable, comme on disait à l'époque. À tel point que j'ai été obligé de lui faire des essais pour rassurer les producteurs et Yves Montand. Voilà. Il y a aussi cette scène fabuleuse dans Vivre pour vivre, où tout le film, il ne sait pas si Annie Girardot va revenir, si sa femme va revenir, parce qu'il s'est rendu compte qu'il l'aimait profondément. Et en fait, il sort d'un bar, il neige, et il va à sa voiture, et il y a de la neige sur le pare-brise, et il enlève la neige sur le pare-brise, et en enlevant la neige, il voit qu'Annie Girardot est dans la voiture. Et il y a un regard, là, qui est extraordinaire. C'est elle qui gagne à la fin. C'est elle qui gagne à la fin parce qu'elle est plus forte que lui. On peut penser pendant tout le film qu'il profite de cette femme et de l'amour qu'elle lui porte, mais elle sait se réinventer. Et puis surtout, Annie aime et aimait la vie. Et c'est cette force, cet amour de la vie qui fait qu'à un moment donné, elle rebondit tout le temps. Tout le temps, elle me fait penser à ces boxeurs qui tombent au tapis, on se dit ça y est, c'est fini, c'est cuit, et puis on ne sait pas, ils se relèvent, un uppercut et ils gagnent le match. Voilà. Donc moi je pense qu'Annie a gagné tous ses matchs, mais au prix de souffrances terribles. Je veux dire, elle n'a jamais eu de match facile. L'aventure Lelouch se poursuit. Après une apparition dans La vie, l'amour, la mort, elle est l'héroïne d'Un homme qui me plaît, avec Jean-Paul Belmondo.
Une histoire d'amour vécue comme une parenthèse, où à la fin, Lelouch filme le personnage d'Annie attendant son amant descendre d'un avion à l'aéroport. Elle n'a pas eu le temps de s'habituer à une information positive ou négative. Je veux dire que la plupart du temps, on s'habitue. L'être humain s'habitue très très vite. Et là, ce qui est bouleversant, c'est qu'on la voit passer par les hauts, les bas, l'espoir, et puis surtout, sa lucidité. Elle sait très bien, dès le premier instant où elle rencontre cet homme, que c'est une parenthèse. Elle le sait très bien. Et jusqu'à la fin, elle le sait. Mais à un moment donné, elle sait raconter des histoires à elle-même. C'est-à-dire que dans toutes les histoires d'amour, on se raconte des histoires à soi-même. Mais elle n'est pas dupe. Elle n'est pas dupe. D'ailleurs, à la fin, on voit bien sur son visage qu'elle nous dit « Mais je le savais depuis le début. Et je suis une conne. » J'ai eu beaucoup de problèmes avec les artistes associés à l'époque parce que les artistes associés souhaitaient que Belmondo descende de l'avion. Et c'est vrai que si Jean-Paul était descendu de l'avion, le film aurait peut-être fait plus d'entrées. Voilà. Les années 70 commencent pour elle sur les chapeaux de roue. Premier rôle magistral dans un film de Michel Audiard. Le départ où? Parce que je vais faire un truc à Annie que je lui dis pas. Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, qu'est-ce qu'elle fait alors? Tu causes? Bah, j'écoute. Elle devrait causer. On peut la faire parler un petit peu quand même. Il n'a rien à dire. Au moins, on m'a interdit de parler. Mais c'est Mourir d'aimer, 1 an plus tard, qui va faire d'elle une star. Touchée par le destin de Gabrielle Russier, une enseignante tombée amoureuse d'un de ses élèves et qui, n'ayant pas supporté la vindicte populaire et l'acharnement judiciaire, a mis fin à ses jours. Femme blessée, amoureuse, éprise d'absolu, comme Annie Girardot. Cette femme, vous l'aimez pourquoi? Quelle est la raison essentielle? Parce que 2 et 2 font 4 pour moi, et je pense que pour elle aussi, et qu'il y a des choses... je ne supporte pas la bêtise, enfin, je veux dire, des choses contre lesquelles elle s'est butée. L'injustice. C'est ça, la profonde bêtise. Mais ça a été un modèle pour plein de femmes, et c'est cette personnalité, c'est ce côté... je vais faire ce qui n'est pas normal, je vais faire ce qui n'est pas commun. Je vais jouer des rôles qui ne sont pas des rôles de femmes à l'époque. Elle n'a jamais essayé de nous faire de la morale. Annie n'a jamais essayé d'être le leader d'un mouvement politique ou de donner des leçons. Voilà. Elle n'a jamais donné de leçons. Les leçons, elle les a données à elle-même. Voilà. Et puis, elle en a tiré les conséquences. Et voilà. Et elle a été d'ailleurs une figure de proue du féminisme sans jamais être féministe. Après Mourir d'aimer, elle va s'illustrer dans des rôles de femmes apparemment anodines. La vieille fille de Jean-Pierre Blanc est l'une des plus belles partitions d'Annie Girardot. Succès total. Et aussi l'occasion pour elle de rencontrer Philippe Noiret, avec lequel elle formera un couple de cinéma parfait, dont l'alchimie évidente fera qu'ils se réuniront ensuite plus d'une fois à l'écran. Qu'est-ce qui vous a séduit, madame, plus particulièrement dans ce rôle? C'est pas le rôle finalement, et j'ai eu raison, mais c'est l'ambiance, c'est sa façon de voir les choses, comment il a, virevoltent ses personnages, ce climat, c'est surtout ça. Moi, il y a une chose qui me fait un immense plaisir dans ce film en plus, c'est de tourner avec Annie, bien sûr, parce que il y avait très très longtemps que j'avais envie, oui, c'est la plus grande. Annie Girardot retrouve Philippe Noiret pour La Mandarine. Affronte Delon chez Alain Gessua pour Traitement de choc. L'actrice est en haut de l'affiche. Et pour un petit moment. J'avais un projet avec Annie Girardot, un scénario que nous avions écrit avec Raymond Forlani, qui s'appelait L'accident. Et donc j'avais ce projet avec Annie Girardot et Yves Montand. Les deux avaient accepté le scénario. Et à la fin d'un tournage avec Louis de Funès, sur un film que je réalisais qui s'appelait L'Homme Orchestre, Louis de Funès me demande ce que je fais, ce que j'ai comme projet.
Et je lui raconte donc l'histoire de l'accident. Et à la fin de l'histoire, il me dit « mais ça, c'est un rôle pour moi ». Ce qui fait que je lui dis « mais j'ai déjà la distribution, j'ai mon temps, j'ai Girardot, tout le monde est d'accord, ça m'ennuie un peu ». Il m'a dit « non, non, Serge, je veux faire ce film ». Donc, j'ai dit à Annie Girardot et à Montand que voilà, je leur ai raconté l'histoire sans leur mentir. Et j'ai dit à Annie, on se retrouve sur un autre film. Et l'année d'après, j'avais trouvé un livre qui me paraissait extrêmement intéressant à adapter pour le cinéma, qui était Les Feux de la Chandeleur. Et je l'ai proposé à Annie, qui a dit tout de suite oui, le sujet lui plaisait beaucoup. Le sujet est celui d'une femme qui ne surmonte pas la séparation avec son mari. Un portrait de femme, encore un. Le mari, dans l'histoire, tout d'un coup, voit cette femme avec ce chapeau rouge. Pour lui, qui est notaire, c'est un peu un coup de folie. Donc il va aller la chercher et elle pense que son mari est encore un petit peu amoureux d'elle. Donc tout, pour elle, repart comme ça. Et le spectateur est très ému de voir cette femme belle et très émouvante qui avance vers l'homme qu'elle aime, quoi. Sur le tournage, il y a des moments d'émotion intense, à tel point que le perchman du film, il était tellement ému pendant le tournage qu'il pleurait pendant les prises. Il y avait une telle émotion, et que lorsqu'il lisait le scénario et qu'il y avait dans la journée des scènes un peu dramatiques, il mettait des lunettes noires pour pas qu'on le voie pleurer. Et elle était une comédienne qui obéissait totalement au metteur en scène. On pouvait lui faire ce que l'on veut. Elle disait elle-même, d'ailleurs, si le metteur en scène me demande de marcher à quatre pattes dans la pièce et de rentrer dans une cheminée, et ainsi de suite, je le fais. Je fais ce que me demande le metteur en scène. Et au lieu de leur demander de faire un effort, ou même de les prendre comme ça, parlant même avec leur accent, etc., il leur disait... Vous comptez, et moi j'étais stupéfaite, vous comptez jusqu'à 5 ou jusqu'à 20 suivant la longueur de la réplique. Alors il y avait l'acteur qui était complètement terrorisé, qui arrivait, qui faisait « Oh, le doux est très quoi, trop chic, stop !» Et tout parce que faisait n'importe quoi, où j'ai tourné avec Ferreri, pendant qu'on tournait, et que je tournais, comme il n'y avait pas de son à ce moment-là, il mettait de la musique, parce que ça l'amusait d'entendre tel musicien. Alors au moment de la cacophonie la plus générale, on parlait, mais on s'en foutait complètement, puisque de toute façon ils rajoutent bien ce qu'ils veulent. J'ai tourné aussi avec un metteur en scène complètement malade, qui était là et qui disait alors Annie, alors oui, tu l'aimes, alors regarde, t'es triste. Alors là, oui, oh, tu l'aimes, alors dis-moi, je t'aime. Alors en fait, il disait mon texte, en plus en italien, déjà que j'essayais de parler, c'était pas commun. Alors, tiens, alors regarde à droite, regarde, oh, t'es triste, oh, t'es gai. Alors tu vas à droite, tu vas à gauche. Mais j'écoute, faut pas la peine, laisse-moi tranquille. Avec Annie, on s'était dit, après Les Feux de la Chandeleur, on ne se quitte plus. On fait d'autres films ensemble. Elle m'a dit, cherche-moi un sujet, un projet, et je te dis oui tout de suite. J'ai travaillé sur un nouveau projet d'Ursule Aigreul, qui était une comédie, un peu surréaliste, un peu folle. Et lorsque nous avons proposé ça à Annie, elle a trouvé ça absolument formidable. Ça l'a fait beaucoup rire. Et nous voilà partis sur la Côte d'Azur faire ce film, à moitié dans les décors du studio de la Victorine, et puis en décor naturel. On s'est amusés comme des fous à faire ce film. C'était un Monty Python avant la lettre. Elle est d'autant meilleure dans la comédie qu'elle est tragédienne. Parce que quand vous regardez les films de Annie Girardot, dans ses rôles, ce qui est frappant chez elle, c'est la rupture. Tout d'un coup, on est dans la rigolade, et tout d'un coup, l'autre, il va dire quelque chose. Ah bon ? Et on sent la fragilité. On sent la tragédie, toujours à fleur de peau. Et c'est ça aussi qui est aussi le ressort de sa comédie. C'est marrant parce que moi,
Et pourtant, Annie Girardot était quelqu'un sûrement même de douloureux. Et en fin de compte, quand je pense à elle, contrairement à Signoret, je pense beaucoup à des comédies pétillantes. Elle avait cette espèce de voix comme ça. Elle parlait à toute blinde. Vraiment, elle me faisait vraiment rire, quoi. Il y avait un phrasé très, très particulier. Elle parlait très, très vite. Donc Annie Girardot, pour moi, elle était ultra fantaisiste, en fait. Et j'ai adoré dans La Gifle ce rôle secondaire, mais ultra marquant. Elle parle anglais, elle en a rien à foutre. The Father of Isabelle, enfin, je veux dire, You are not playing tennis, Robert. Enfin bon, je sais pas, c'est hallucinant d'arriver à cette espèce de Louis de Funès féminine, quoi, qui faisait la même chose d'ailleurs. Louis de Funès, quand il parle anglais dans La Grande Vadrouille, c'est pas possible. C'est juste tellement drôle. Parce qu'il parle anglais en pensant français. You are not playing tennis? No, no, I came too late. Yeah, let me carry those. Monsieur Dickinson, Monsieur Dwellan, the father of Isabelle. Oh, how do you do? Et moi, je trouve que des actrices qui arrivent à marquer des seconds rôles sont des grandes actrices. À l'époque, c'est passé presque comme une Bluette sympa ou un film de comédie sympa. Quand on le revoit aujourd'hui, revoyez-le, c'est vachement joli, hein. Une femme médecin qui apprend qu'elle a un cancer. L'histoire d'une battante, le rôle de sa vie. C'est Dr Françoise Gaillan, le sommet de la popularité d'Annie Girardot. 2,5 millions d'entrées et le César de la meilleure comédienne à la clé. Je ne dis pas qu'on peut guérir définitivement tout, non, hélas. Mais je pense que si on est imprégné, si on a la conscience de quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui est étranger, quelque chose de vilain, je pense que par sa tête, sa cervelle, sa volonté, ses nerfs, on peut le diminuer et peut-être le faire disparaître. Je suis certaine de ça. Quand par hasard, elle voit donc cette radio qu'on met devant ses yeux, mais le gars qui lui montre, qui passe et qui dit « Oh là là, c'est mal barré », c'est pas que c'est la radio qui montre son corps à elle, et qui dit « Oh là là, cette personne est mal barrée », elle dit « Ah bon, pourquoi je vois rien ?» « Ah bah si, là c'est un cancer, c'est même assez avancé, un truc comme ça. » Et qu'on la voit s'effondrer, elle porte la tragédie de la femme qui a le cancer, qui apprend ça et qui voit le spectre de la mort se pointer vers elle, mais elle porte aussi effectivement toute cette tragédie humaine, cet effondrement que l'humanité, en plus spécialement les gens de sa génération, ont connu. Moche. Je parie pour un cancer du lobe supérieur gauche. Vous ne me croyez pas? D'ailleurs, elle voulait que dans ses films, les femmes soient fortes, souvent. C'est-à-dire que Dr Françoise Gaillan, elle voulait qu'elle soit chef de clinique, mais elle voulait aussi qu'elle soit mariée, qu'elle ait des enfants, qu'elle ait des amants. C'est-à-dire que tout soit activé en elle. Et ça, elle voulait des femmes, parce qu'il y avait encore cette idée à l'époque que si tu veux réussir ta vie, il faut sacrifier ta vie personnelle. Elle ne voulait pas. Dans les films, les femmes, elles avaient tout. Annie Girardot, au sommet du box-office, domine dans des comédies, incarnant des femmes qui ne sacrifient surtout pas leur vie personnelle. Moi, j'ai tourné 4 films en un an, pendant les vacances scolaires. Donc, j'ai tourné Diabolomante pendant les vacances d'été, ensuite Vas-y maman pendant les vacances de février, et ensuite La clé sur la porte pendant les vacances de Pâques, et l'été d'après, le temps des vacances. Elle m'a, en quelque sorte, adoptée, comme j'avais 14 ans et demi. Je ne sais pas si ça m'adopterait aujourd'hui. Comme sa fille, en fait, je pense que je devais ressembler un peu à Julia, même physiquement, et il y avait un truc un peu, voilà. Et on s'est bien entendu tout de suite. Donc elle m'a repris pour La clé sur la porte pour refaire sa fille. En fait, j'étais sa fille, donc elle m'a repris pour faire de nouveau sa fille. Sa fille officielle. Je me souviens qu'elle faisait très attention à moi, qu'elle s'occupait de moi tout le temps, de savoir si ça allait, si j'avais ce qu'il fallait, etc. Généreuse, adorable,
C'était comme une porte ouverte, quoi. Comme si elle avait... Oui, il n'y avait rien de fermé chez elle. Je ne sais pas comment dire. C'était vraiment tout en générosité. Et je pense que c'est ce qui fait qu'elle était aussi attachante. Il n'y avait pas de barrière. Elle me parlait, on se parlait comme si on était des copines. Les gens ils se voyaient à sa place. Elle les représentait. C'est ça qui est c'est la comédienne populaire, mais qui les représentait. Il y avait la caméra, mais au-delà de la caméra, il y avait ce contact. Il y avait ce contact qui restait très fort avec les individus. Les succès s'enchaînent avec Philippe de Broca, Claude Zidi entre autres. Annie Girardot s'y montre généreuse, comme dans la vie. Elle est une star, mais elle ne se comportera jamais comme une star. Alors qu'elle est la reine du box-office, elle ne refuse pas les films des copains, films plus difficiles à monter que d'autres. Et pour cela, elle n'hésite pas à s'investir complètement. Il s'est trouvé que Annie vivait avec Walter Ball. Walter Ball était un chef opérateur hollandais qui travaillait en France, qui a travaillé avec Truffaut. Et Walter voulait faire un premier film. Annie l'a soutenu pour monter ce projet dans lequel elle a accepté un petit rôle de participation. C'était un premier film, on habitait tous une grande maison à Bruxelles et Annie était un peu la marraine du film. Alors elle était là pour Walter, mais bon, elle soutenait le moral des troupes, elle faisait la cantinière, elle faisait les allers-retours entre Paris et Bruxelles pour aller chercher le cash, les financements pour permettre au film de se faire. Le film est un film qui s'est appelé après Bobo Jaco. Et puis on s'est dit à ce moment-là que ce serait peut-être pas mal si on pouvait se retrouver sur un film où on serait vraiment tous les deux ensemble, face à face. Et Annie a dit pourquoi pas. Bon. J'ai regardé Annie pendant tout le tournage. Il suffisait de la regarder pour que les choses avancent. Et Annie, elle prenait de tous les côtés comme ça. Et elle renvoyait, parce qu'elle ne gardait pas ça pour elle. Parce qu'elle savait très bien que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Ça ne pouvait marcher que dans l'échange. Et Annie était dans l'échange permanent. Alors il fallait la suivre parce que ça allait très vite. Hein. Mais si on ne suivait pas, elle continuait toute seule. Mais c'était une marathonienne, elle avait une endurance phénoménale. Parmi ses œuvres moins évidentes, il y a La vie continue de Moshe Mizrahi, splendide film où elle tourne avec sa fille Julia, et dans lequel elle donne toute la mesure de son talent en incarnant une femme qui réapprend à vivre après la mort de son mari. Alors, si j'ai bien compris, j'ai droit à 251 francs par mois d'allocation familiale pour Philippe et Jaco. Catherine est trop grande. Mais j'ai droit aussi à 245 francs par mois et par enfant d'allocation orphelin. Catherine ne compte pas. Elle est trop grande. À 18 ans passés, elle n'est plus orpheline. Elle l'est pourtant. Enfin, je veux dire orpheline. Elle est encore à ma charge, vu qu'elle n'a pas de boulot. Alors? Ah bon? 350 francs? Ah bah si mon mari avait su que sa retraite reviendrait à 350 francs par mois, en tout et pour tout, après 28 ans de travail, il serait peut-être resté encore un peu. 20 ans encore et j'étais riche. C'est pas avantageux de mourir jeune, je veux dire, pour ceux qui restent. C'est un message fort, en fait. Rien que dans le titre. Et c'est un peu ce qu'on rencontre tous au quotidien à un moment donné de notre vie. Elle aborde les années 80 plus difficilement et peine à trouver un nouveau souffle. Ses films ne dépassent pas le million d'entrées. L'âge d'or semble révolu. Je crois que Annie, elle mélangeait sa vie personnelle avec sa vie professionnelle. Et elle n'arrivait pas à s'en détacher. Et je crois que c'est le fait d'une rencontre et que j'appelle une mauvaise rencontre. Dans les années 80, elle a eu envie d'autre chose. Et cette autre chose, ça s'est présenté avec Bob Decou, qui était un parolier, qui faisait des chansons, qui faisait de la musique. Et elle avait toujours eu envie de chanter. Et après, ça a été l'aventure Bob Decou, qui a été pour elle un peu le glas de sa vie professionnelle, en tout cas de sa vie au sommet des stars.
Son projet, chanter dans une comédie musicale écrite par son amoureux. Et pour cela, elle doit rénover le Casino de Paris. Elle me disait, bon, il faut le faire, etc. Sinon, ils vont transformer le Casino de Paris en parking. Je lui dis, mais Annie, c'est pas ton truc, on va pas faire n'importe quoi, tu vas pas faire... Si. Alors, elle a hypothéqué son appartement, elle a mis l'argent là-dedans. J'ai eu avec elle des discussions à n'en pas finir. Ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Et je me souviens qu'à la Générale, où il y avait vraiment tout le monde, hein, des acteurs, de Lino Ventura, enfin tous les gens qu'on tournait avec elle, les comédiens, les réalisateurs, etc. Moi, j'étais au fond de la salle et je pleurais. Il n'y avait pratiquement pas d'applaudissements et à la fin, Lino s'est approché de moi, il m'a attrapé par le bras, il m'a dit « Pourquoi tu lui as laissé faire cette connerie ?» Je pense que le public ne va plus s'y reconnaître. C'est une immense actrice, c'est pas une immense chanteuse. Et je pense qu'elle perd son public. Et elle perd aussi les gens du métier parce qu'elle va tomber dans la drogue, il faut le dire. Elle va tomber dans les addictions et ses amis vont s'éloigner d'elle. Elle va créer le vide autour d'elle. Alors que c'était quelqu'un d'extrêmement sain, qui détestait tout ça, qui ne voulait pas y toucher, pour qui c'était... Il n'y avait rien à faire parce qu'elle s'entêtait, elle défendait l'indéfendable. Et on pouvait rien faire. Ils vont s'acharner à faire des spectacles ensemble. Ils vont prendre le même spectacle, ils vont faire des tournées au Canada. Ils vont faire un autre spectacle où, manque de bol, il la met sur un trapèze, elle se casse la figure, elle va se blesser. Mais tout ça va prendre des années. Et pendant ces années-là, elle n'est pas sur les écrans. Dernier cadeau qu'elle fait à son amoureux au titre évocateur. Adieu, blaireau. Au box-office évocateur aussi. 52 000 entrées. Annie, elle n'a pas travaillé avec la Nouvelle Vague, elle n'a pas travaillé avec Truffaut, elle n'a pas travaillé avec Chabrol, elle n'a pas travaillé avec Rivette, elle n'a pas travaillé avec Romer. D'accord ? Elle n'a pas travaillé, donc les années 60-70, hein, par là. Elle n'a pas travaillé aussi avec les jeunes cinéastes des années 80, les Téchiné, les Corneau, les Dugofson, les Miller. Elle n'a pas travaillé avec ces gens-là. C'est quand même bizarre. Est-ce que c'est de la timidité ou est-ce qu'ils n'ont pas osé? Il y a ça aussi. Hein. C'est vrai qu'elle a été très triste que la Nouvelle Vague ne s'intéresse pas à elle. Mais elle n'était pas faite pour la Nouvelle Vague. Annie, elle est faite pour le premier degré. Elle n'est pas faite pour le deuxième et le troisième degré. Elle est faite pour le premier degré. Elle est ancrée dans la terre. Elle est pas assez savante pour raisonner de travers. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est dans la vie et puis on ne peut pas lui raconter d'histoire. On ne peut pas, avec des mots, la rouler dans la farine. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que faisait la Nouvelle Vague. Vous voyez, la Nouvelle Vague, elle s'est rassurée avec des mots, avec des raisonnements. L'intelligentsia, c'est pas pour Annie. Annie, c'est le public. C'est les gens qui sont dans les rues, dans les bistrots, qui souffrent, qui pleurent. Voilà, donc c'est normal qu'elle n'ait pas intéressé les snobs. Une fois encore, Lelouch la repêche alors qu'elle est au fond, avec un rôle dans Les Misérables. Quand elle tourne dans Les Misérables, la fameuse scène qui va lui valoir le César, à ce moment-là, elle ne se contente pas de raconter l'histoire de mon film. À ce moment-là, elle part dans un délire qui est le sien à ce moment-là, car ce jour-là, effectivement, elle traversait une période difficile de sa vie, complexe. Le matin du tournage, je m'en rappelle très bien, elle est venue me voir, elle m'a dit « Claude, écoute, aujourd'hui, je peux tout faire sauf tourner une scène parce que mon mec me trompe à Paris, ma mère est malade, ma fille fait des conneries, je suis à découvert à la banque. » Elle me dit « Sois gentil, laisse-moi faire un aller-retour à Paris et on tournera la scène demain ou après-demain. Mais là, je ne suis pas en état de tourner. » Et je lui dis « Écoute, tu me fais une prise et tu t'en vas. » Et on a tourné pendant 2 heures ou 2 heures et demie à 2 caméras, comme le fait souvent Claude Lelouch, en nous soufflant du texte, soit avant de tourner, soit pendant, soit juste avant les prises,
soit même pendant les prises. Et il s'est passé un truc incroyable. Et c'est parce que je lui ai dit, tu fais une prise et tu t'en vas, qu'elle a fait la prise du siècle. Elle est partie, elle a improvisé, c'était magnifique. J'étais absolument amoureux de ce qu'on était en train de vivre. Elle a fait la prise où elle a tout lâché, tout lâché. Elle mélangeait à ce moment-là le personnage du film, sa vie, ses problèmes. Je veux dire que ce mélange extraordinaire, ce mélange de genres, a fait cette scène extraordinaire qui lui a valu le César. Cette espèce d'énervement qu'elle a dans la scène, à un moment donné, elle dit « Bon, alors, quoi, bon, vous êtes un homme, je suis une femme, voilà, on s'en fout, Hitler, tout ça, on s'en fout. » Elle se met à parler comme ça, je m'en souviens, je ne l'ai jamais revue. Hein. Mais ça m'a marqué. Vous êtes vivant! Vous êtes là, pauvre con! Et vous êtes là, et tout, et puis il y a même mon mari, l'autre con aussi. Et il vous aime et tout, en plus il est jaloux, abruti. Il est jaloux, en plus il n'y avait rien. Mais à un moment, je vous vois là, vous comprenez, moi je suis une femme quand même, j'en ai encore pour un petit moment. C'est tout, ça va passer très vite, tout ça. Je suis très fier d'avoir été là et d'avoir été son partenaire pour qu'elle fasse la prise du siècle. Parce que des partenaires, elle en a eu des tas, et pas des moindres. C'est un privilège pour moi d'entendre ça. Ça veut dire, en tout cas, je ne l'ai pas empêché de faire la prise du siècle. Je ne sais pas si je l'ai aidé, mais je ne l'ai pas empêché. Ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... À moi, le cinéma français a manqué. Follement. Éperdument. Douloureusement. Votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être... Je le dis bien peut-être... Je ne suis pas encore tout à fait morte. À ce moment-là, elle est plus que sincère, quoi. Elle est plus que sincère à ce moment-là. Et dans un monde de tricheurs, les spectateurs recherchent que les parfums de vérité. Ça aussi, vous voyez, c'est Annie Girardot. C'est quand même un moment où elle est célébrée, où c'est un triomphe. Et bien là, au lieu de montrer son triomphe, elle montre sa défaite. Ce discours du César, elle supportait pas de l'écouter. Elle supportait pas de se réentendre parce qu'elle s'était montrée à nu, vraiment. Et que ce qu'elle a dit ce soir-là, c'est ce qu'elle ressentait. Ça m'a beaucoup gêné et j'aurais aimé que ce jour-là, on lui remette un César d'honneur. Et pas un second. Mais en fait, contrairement à ce qu'on croit, après, malheureusement, ça ne va pas repartir. Il n'y a pas d'effet César, il n'y a pas d'effet Les Misérables. Et pourtant, elle est toujours extraordinaire. Dans La Pianiste, où elle nous appelle très très souvent, quand elle est off, et qu'elle nous dit à quel point c'est dur, à quel point le tournage est dur, mais qu'elle veut surtout pas en partir parce qu'elle a galéré pour être justement de nouveau là où elle est, mais que c'est difficile, que nous, sa famille, on lui manque, mais que voilà, elle se bat et elle fait le job. Et quand, un an et demi plus tard, je me retrouve à la première avec Annie, avec toute ma famille, à voir le film, là, je me rends compte. Et là, je me dis, waouh, waouh, elle a tout donné. Parce que tout ce qu'on voit dans le film est déjà trash, il est dur. Mais elle a vécu tout ça. Elle a perdu des cheveux, elle a eu des bleus sur le corps. Une fois de plus, Annie Girardot a tout donné. Elle remporte un nouveau César du second rôle pour La Pianiste de Michael Haneke. Parallèlement, elle cartonne à la télé comme dans La Petite Fadette avec Mélanie Bernier. Mais elle est malade. Elle développe la maladie d'Alzheimer. Même si sa passion de jouer l'emporte et qu'elle ne cesse de tourner, elle est contrainte de porter une oreillette. Pour moi, c'était une des premières fois que je voyais une si grande... Non, j'avais déjà tourné, mais une actrice aussi monumentale, si je peux dire, je ne crois pas que le mot soit trop fort, où je rencontrais Annie. Elle jouait ma grand-mère. Parfois,
Elle s'énervait après l'oreillette parce que, je sais pas, ça passait mal, elle comprenait mal. Et elle gueulait comme ça, elle hurlait, elle disait « Mais j'entends rien, tu me fais chier !» etc. Donc c'était vraiment très drôle. Et il y avait quelque chose un peu comme ça de soupolé, avec aucune méchanceté, hein, pas du tout, mais un truc d'énervement avec cette espèce d'oreillette dont elle voulait, mais qui la gonflait aussi, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que j'ai un souvenir assez joyeux, assez fantasque, mais très joyeux. C'est-à-dire que même dans ces gueulantes, il y avait quelque chose de drôle. Annie Girardot, elle était un personnage extrêmement vif, intense. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle avait cette magie d'actrice, qu'elle avait cette force, qu'elle avait cette émotion. Quand même, il n'y en a pas beaucoup des actrices qui ont ce qu'elle avait. Mais du coup, sa vie, sûrement, en a, je ne sais pas, peut-être pâti, ou en tout cas, c'était quelqu'un qui devait souffrir, qui souffrait, et qui a su sûrement transposer ça justement dans ses rôles, au cinéma, etc. Mais c'est son histoire, elle. Je ne pense pas qu'il y a une manière de faire et d'être acteur. Éric Toledano et Olivier Nakache lui offrent un rôle dans leur premier film en utilisant ses trous de mémoire. Ils lui font même lâcher prise en lui permettant d'improviser. Ça a donné quelque chose d'un peu magique parce que dans le film, les peu de scènes qu'on a, et on en a quelques-unes, elle est plus du tout en contrôle de quoi que ce soit comme elle l'était à la fin avec Lauriane, et elle redevient spontanée, naturelle, elle se marre, elle dit un peu tout ce qui lui passe par la tête, et ça donne une forme de vérité à ce personnage qui justement joue la mère de Jean-Paul Rouve, qui est en train d'un peu perdre la tête. C'est Vicky? Ah non, eh oh! T'es eu. Qu'est-ce qu'il est laid. Vous trouvez pas? Qu'est-ce qu'il est moche. On dirait que tu l'as pas oui, je dis plus rien là parce que je vais pas écouter l'autre camp là. Parce que... La scène à l'hôpital avec Annie, qu'est-ce qu'on s'est marré. Oh, ça me fait hurler de rire, quoi. C'est ma scène préférée, moi, du film. Il dit tout ce qui te passe par la tête, même quand ça va pas, même quand c'est pas bon, on s'en fiche. On a le montage d'ailleurs à un moment, elle s'est détendue. Et elle avait tellement gueulé parce qu'elle pouvait s'énerver sur un plateau qu'à un moment, on avait évidemment écrit le scénario et on mettait en scène, mais à un moment, elle est venue. Bon, elle a dit, vous, je vous en veux pas. Elle avait ça, mais les deux couillons qu'on écrit, ça, c'est autre chose. Je t'en ai parlé. Enchanté. Enchanté, madame. Vous êtes pompier? Non. Je vais la faire, je sais. Vous êtes gendarme. C'est bien aussi. C'est qu'en plein milieu d'une scène, alors qu'elle tournait, elle s'est arrêtée, elle a regardé derrière la caméra, elle a fait vraiment des regards qui n'étaient pas du tout habituels, donc on s'est dit, bon, il y a quelque chose qui déraille. Et elle a eu un moment de lucidité foudroyant où elle a dit, mais vous étiez passés où tous? Vous, là, les chefs-op, les maquilleurs, parce que moi, c'est ça que... Et puis, elle finissait pas ses phrases. Je comprends pas. Vous étiez passés où? Moi, je m'avais manqué. Généreuse jusqu'au bout, actrice jusqu'au bout, passionnée jusqu'au bout. Sa mémoire s'efface peu à peu. Mais c'est surtout les autres qui oublient. Dieu sait si elle a donné d'elle-même pour que des projets puissent se monter. Pour un réalisateur, et pour un producteur aussi, pendant un moment, en tout cas, ça a été quand même une aubaine formidable, Annie Girardot. Tout le monde s'est gavé sur Annie Girardot, hein, que ce soit les distributeurs, les producteurs et des réalisateurs qui n'étaient pas toujours très inspirés. Et tout le monde a abusé de sa gentillesse. La plupart des hommes qu'elle a rencontrés ont abusé de sa gentillesse, les producteurs, les metteurs en scène. On a vraiment tiré sur la corde. Je veux dire que c'était une femme qui donnait tellement qu'on en voulait encore plus. Elle a donné, mais elle n'a jamais rien demandé. Elle avait aidé beaucoup de gens et qu'il aurait pu y avoir des gens qui l'aident. Par exemple, Jean-Luc Moreau au théâtre est quelqu'un qui l'a beaucoup aidé. C'est quelqu'un qui s'est dit, c'est une immense actrice, je vais l'aider à se remettre en selle. Ce qu'il a fait, et d'ailleurs elle a fait une belle carrière théâtrale, entre autres grâce à lui.
Et donc il a eu une générosité. Mais cette générosité-là, finalement, peu l'ont eu. Annie Girardot aimerait jouer Madame Marguerite. Moi, je ne me souvenais pas que ça avait été monté une première fois, que ça avait eu du succès. Mais il y avait 20 ans. Comme Annie commençait à avoir l'attaque de la maladie qui l'a emportée, moi, je m'étais dit, elle a déjà joué la pièce, ça va être relativement simple de faire une recréation. En réalité, ça n'a pas du tout été simple, puisqu'elle n'avait plus du tout de mémoire, et que sa mémoire était fragmentaire, et qu'elle pouvait avoir la mémoire sur 3 phrases, la 4e était un trou noir, la 5e passée, la 6e était un trou noir. Donc, le premier problème que j'ai eu avec elle, c'était de savoir comment elle allait pouvoir jouer la comédie toute seule pendant 1h30. Donc, c'était l'apparition de l'oreillette. On loue l'appareil, je mets le zinzin dans l'oreille d'Annie, et là, je vois quelque chose d'extraordinaire. Je vois dans l'œil d'Annie Girardot, elle se dit « Putain, je suis sauvée ». Et là, c'est le fauve, c'est la bête, c'est l'animal qui prend conscience qu'elle va pouvoir bouffer le monde. Alors au début, c'était un petit peu assez drôle, parce qu'on lui disait des mots, et puis on lui disait aussi des actions. Va t'asseoir. Et là, elle ne se rendait pas compte que c'était technique. Elle dit, oui, une didascalie. Elle dit, attends, tu m'emmerdes, pourquoi je vais m'asseoir? Non, attends, oui, attends, le texte va arriver, va t'asseoir, c'est un ordre de mise en scène. Enfin bon, c'est un peu le bordel. Et puis au bout d'un moment, elle s'est évidemment faite à cette oreillette, et elle a pu donner libre cours à son talent, et je dirais vraiment à son génie. Quelle émotion. Elle en avait. Elle en avait. Et même avec la maladie, hein, même sur la dernière à l'Olympia, hein, elle est là et elle faiblit pas. La boucle de Madame Marguerite, qui a été sa dernière pièce, s'est terminée par quand même le Molière de la meilleure comédienne, en même temps le Molière d'honneur, c'est-à-dire que la cérémonie des Molières où elle a été, c'était Annie Girardot, la seule, quoi. Et c'était Alain Delon qui lui avait remis son Molière d'honneur. Donc elle a eu, avec cette pièce, elle a eu l'apogée, elle a été à l'apogée de la comédienne. Et ça a été sa dernière pièce. Donc c'était pour elle un moment extraordinaire, et pour moi, qui était dans l'ombre, mais ça m'a vraiment rempli de joie. Et à la fin, au moment des applaudissements, c'était toujours la même chose, en fait. C'était toujours le même standing ovation. Elle arrivait à faire un truc qui était... Et à ses obsèques aussi. Et je pense que le revoir qu'elle a eu du public, il était waouh. Parce qu'on est sorti de l'église et le public ne voulait pas s'arrêter de l'applaudir. La plus grande comédienne française meurt le 28 février 2011, nous laissant 122 films pour ne jamais l'oublier. Une fois de plus, les gens ne meurent que quand on les oublie. Voilà, chez nous, c'est ce qu'on dit. Hein. On dit qu'on ne meurt pas, qu'on s'absente. Alors elle s'est juste absentée. Elle disait qu'il faut faire. Il faut faire. Alors, bien souvent, on est impuissant, on se frustre, on n'ose pas, on a peur. Enfin bon, tous ces mots-là qui sont des mots avec lesquels on jongle dans nos vies. Elle disait, non, vas-y, il faut y aller, quoi. Ah, c'est fort. Quand on regarde tous ces vieux films, quand on écoute les interviews de toutes ces actrices, de tous ces acteurs, c'est ça qui en ressort souvent, c'est la liberté. La liberté de pouvoir dire ce qu'on pense, la liberté de pouvoir jouer comme on ressent ce qu'on veut jouer, de ne pas être d'une manière de... Voilà, c'est ça qui me fascine dans le fait de parler, par exemple, aujourd'hui d'Annie Girardot. Je pense que vu qu'elle était entière, vu qu'elle ne trichait pas,
Je pense qu'il y a un moment, elle a peut-être trop écouté son cœur et pas sa raison. Et oui, peut-être à ce moment-là, des personnes mal intentionnées ont abusé d'elle et ont trouvé la faille. Mais je vais rien lui reprocher, Annie. Elle a vécu, elle a aimé et elle a joué comme elle était vraie. Alors de toute façon, la vie, elle est faite comme ça, hein. Il faut tomber pour se le relever. Alors oui, si elle n'avait pas été aussi entière, aussi passionnée, si elle n'avait pas autant aimé, oui, ça aurait été peut-être plus facile à certains moments. Oui, elle se serait moins cassé la gueule. Mais est-ce qu'elle aurait autant aimé sa vie? Je sais pas. Et je suis fière de tout ce qu'elle a fait.